Mon fils de 8 ans était victime d'intimidation à sa nouvelle école à cause des cicatrices de brûlures sur ses bras. Lorsque l'école n'a pas réussi à arrêter le harcèlement, j'ai décidé d'affronter le père de l'intimidateur moi-même. Je m'attendais à de la colère, du déni, peut-être même une dispute. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cet étranger regarde les cicatrices de mon fils et murmure « Je connais ces cicatrices ». Je n'avais aucune idée de qui était l'homme en face de moi. Avant de commencer, j'aimerais savoir, avez-vous déjà découvert une connexion inattendue avec quelqu'un qui a complètement changé votre perspective? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir des liens humains et des secondes chances. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où les cicatrices de mon fils ont révélé une vérité qui allait changer nos deux vies pour toujours. J'étais père célibataire depuis 5 ans maintenant, depuis l'incendie de l'appartement qui a coûté la vie à ma femme, Hélène, et a laissé mon fils de 3 ans, Antoine, avec des cicatrices de brûlures couvrant 30% de son corps. Les cicatrices physiques avaient guéri aussi bien que possible, mais les cicatrices émotionnelles pour nous deux étaient encore à vif. Antoine avait maintenant 8 ans, un enfant brillant et sensible qui aimait les dinosaures et construire avec des Legos. Il était aussi incroyablement résilient, s'étant adapté à la vie avec ses cicatrices mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais cette résilience était mise à l'épreuve dans sa nouvelle école d'une manière qui me brisait le cœur. Nous avions déménagé dans un autre arrondissement de la ville parce que j'avais obtenu une promotion qui nécessitait un trajet plus long, et le nouveau quartier scolaire était censé être meilleur. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point les enfants pouvaient être cruels envers quelqu'un qui avait l'air différent. Cela a commencé petit. Des commentaires chuchotés, des regards fixes, des enfants évitant de s'asseoir à côté d'Antoine à la cantine. Mais cela a rapidement dégénéré quand un garçon en particulier, Théo Duval, a décidé de rendre la vie de mon fils misérable. « Papa », dit Antoine un soir alors que je l'aidais à faire ses devoirs. « Suis-je un monstre ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Que veux-tu dire, mon grand ?» Il dit que je ressemble à un monstre à cause de mes bras. Il dit que c'est pour ça que ma maman est morte, parce que les monstres ne peuvent pas avoir de famille normale. Je sentis la rage monter en moi. Le genre de fureur protectrice que seul un parent peut comprendre. « Antoine, regarde-moi », dis-je en m'agenouillant à sa hauteur. « Tu n'es pas un monstre. Tu es courageux, gentil et intelligent, et le meilleur fils qu'un papa puisse désirer. Ces cicatrices sur tes bras, elles sont la preuve que tu es un survivant. Elles sont la preuve que tu es plus fort que tout ce que la vie peut te jeter. » Alors pourquoi Théo dit-il ces choses? Parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'être différent ne signifie pas être inférieur. Et parfois, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils disent des méchancetés. Mais mes réconforts n'étaient pas suffisants pour arrêter ce qui se passait à l'école. L'intimidation s'est aggravée. Théo a convaincu d'autres enfants d'éviter Antoine, l'appelant le « gamin brûlé » et inventant des histoires sur la contagiosité de ses cicatrices. Antoine a recommencé à faire des cauchemars, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Il m'a supplié de ne pas le forcer à aller à l'école. J'ai d'abord essayé de travailler avec l'école. J'ai rencontré l'institutrice d'Antoine, Madame Dubois, qui était compréhensive, mais semblait dépassée. Monsieur Garnier, j'ai parlé à Théo plusieurs fois. J'ai également contacté ses parents, mais honnêtement, l'intimidation est un problème tellement complexe et Théo est, eh bien, il fait face à des difficultés à la maison. Quelle sorte de difficultés, demandai-je. Je ne peux pas partager de détails en raison de problèmes de confidentialité, mais disons simplement que sa situation familiale est compliquée. Son père est aux prises avec des problèmes personnels. J'ai ensuite rencontré la directrice, une femme bien intentionnée nommée Madame la Docteure Leclerc, qui parlait un jargon éducatif sur la justice réparatrice et les stratégies de résolution des conflits. Nous mettons en œuvre un programme anti-intimidation complet, m'a-t-elle assuré. Théo participera à des séances de médiation par les pairs et nous aurons une assemblée à l'échelle de l'école sur l'acceptation et l'inclusion. Mais les semaines passèrent et rien ne changea. Au contraire, Théo semblait enhardi par l'absence de réelles conséquences. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut quand Antoine rentra à la maison avec son t-shirt dinosaure préféré déchiré. Théo l'a attrapé pendant la récréation,
expliqua Antoine, essayant de ne pas pleurer. Il a dit, les monstres ne méritent pas de belles choses. Cette nuit-là, après qu'Antoine se soit endormi, j'ai pris une décision. L'école ne protégeait pas mon fils, alors je m'en occuperai moi-même. J'allais rendre visite à la famille de Théo Duval. J'ai trouvé leur adresse dans l'annuaire scolaire et j'y suis allée un samedi matin. La maison était dans un quartier modeste, une petite maison de plain-pied avec une cour envahie par la végétation et de la peinture écaillée. Il y avait une camionnette dans l'allée et une moto recouverte d'une bâche dans le garage. Je frappai à la porte d'entrée, mon cœur battant d'un mélange de colère et de détermination. J'avais répété ce que j'allais dire. J'allais expliquer que leur fils tourmentait le mien, qu'ils devaient prendre leurs responsabilités et y mettre fin. La porte s'ouvrit et je me retrouvai face à face avec un homme qui semblait avoir la quarantaine. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui parlaient de quelqu'un qui avait trop vu. Il y avait de faibles cicatrices sur ses mains et ses avant-bras, et il se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été blessé et avait appris à compenser. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix prudente mais pas inamicale. « Êtes-vous le père de Théo Duval ? » « Je suis Jean Duval. »« Et vous êtes ?» ?»« Fabien Garnier. »« Mon fils Antoine est dans la classe de Théo à l'école. » Je vis la reconnaissance traverser son visage, suivi rapidement par ce qui ressemblait à de la résignation. « Ah » dit-il en reculant légèrement. « Je crois que je sais pourquoi vous êtes ici. S'il vous plaît, entrez. » L'intérieur de la maison était propre mais sommaire, avec le genre de meubles qui semblaient avoir été choisis pour leur fonction plutôt que pour leur style. Il y avait quelques photos de famille sur la cheminée, et je remarquai que sur les plus récentes, Théo était toujours avec son père seulement, aucune mère en vue. « Je peux vous offrir un café ?» demanda Jean, en désignant la cuisine. « Ce n'est pas une visite de courtoisie, dis-je, ma colère revenant. Votre fils a intimidé le mien pendant des semaines. Il rend la vie d'Antoine infernale, et l'école ne semble rien faire à ce sujet. » Les épaules de Jean s'affaissèrent légèrement. « Je sais, » dit-il doucement. « J'ai essayé de travailler avec Théo sur son comportement, mais il a été en colère dernièrement. Nous traversons tous les deux une période difficile. » « Une période difficile ne lui donne pas le droit de tourmenter d'autres enfants, dis-je, ma voix montant. Savez-vous ce qu'il a dit à mon fils ? Il l'appelle un monstre à cause de ses cicatrices. Il lui dit que c'est pour ça que sa mère est morte. » Le visage de Jean pâlit. « Quoi ? Il a dit ça ? Vous m'avez bien entendu. Votre fils torture psychologiquement un garçon de 8 ans parce qu'il a l'air différent. Monsieur Garnier, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que Théo disait des choses comme ça. Je savais qu'il y avait eu quelques incidents à l'école, mais l'institutrice a juste dit qu'il était méchant avec un autre élève. Elle ne m'a pas dit qu'il était. » Jean se passa la main dans les cheveux. « C'est inacceptable. Je vais m'occuper de Théo immédiatement. » « C'est aller au-delà de simplement s'occuper de Théo, dis-je. Mon fils a peur d'aller à l'école. Il fait de nouveau des cauchemars. Il pense qu'il est un monstre à cause de ce que votre fils lui a dit. » « Des cicatrices ?» demanda Jean soudainement, sa voix étrange. « Vous avez mentionné des cicatrices. Quelle sorte de cicatrices ? » La question me prit au dépourvu. « Des cicatrices de brûlure sur ses bras et une partie de sa poitrine. Il a été dans un incendie quand il avait 3 ans. » Jean resta immobile, son visage perdant encore plus de couleur. « Puis-je ? Voudriez-vous que je les voie ? Les cicatrices. »« Pourquoi ? » demandai-je, soudainement méfiant. « Qu'est-ce que ça change à quoi elles ressemblent ? » ?»« S'il vous plaît, » dit Jean, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. « J'ai besoin de les voir. » Quelque chose dans son ton me fit reconsidérer. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo récente d'Antoine à la plage où ses cicatrices étaient clairement visibles sur ses bras et son épaule. Jean fixa la photo un long moment, et je le vis commencer à trembler. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Je connais ces cicatrices. »« Que voulez-vous dire par vous les connaissez ?» Jean leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle était presque physique. « Monsieur Garnier, comment s'appelait votre femme ?
Hélène. Hélène Garnier. Pourquoi? Et l'incendie. C'était il y a 5 ans, un immeuble rue Saint-Georges. Mon sang se glaça. Comment savez-vous cela? Jean s'assit lourdement sur sa chaise, le visage dans les mains. Parce que j'étais là, dit-il, sa voix à peine audible. J'étais le pompier qui a sorti votre fils de cet immeuble. Le monde sembla basculer. Je fixais cet homme, cet étranger qui venait de prétendre faire partie du pire jour de ma vie et essayais de comprendre ce qu'il me disait. C'est impossible, dis-je. Le pompier qui a sauvé Antoine, son nom était Dubois. Eugène Duval est mon nom complet, dit Jean doucement. J'avais l'impression que j'allais vomir. Vous êtes lui. Vous êtes le pompier qui a sauvé votre fils. Oui. Et qui n'a pas pu sauver votre femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais cet homme brisé assis en face de moi et soudain tout prit sens. Ses yeux fatigués, ses mouvements prudents, les cicatrices sur ses mains, l'absence de la mère de Théo sur les photos de famille. Vous avez été blessé dans l'incendie, dis-je, me rappelant ce que le chef des pompiers m'avait dit après. Le pompier qui a sauvé Antoine a été blessé quand une partie du plafond s'est effondrée. Eugène hocha la tête, remontant ses manches pour révéler des cicatrices plus étendues sur ses bras. Mon épaule gauche a été écrasée, 3 côtes cassées, des brûlures au second degré sur les bras et le dos. Mais ce n'était pas le pire. Quel était le pire? Le pire, c'est que je ne pouvais faire qu'un seul voyage dans ces escaliers avant que le bâtiment ne devienne trop instable. J'ai dû choisir. Je pouvais sauver votre fils ou j'ai pu essayer d'atteindre votre femme. Je ne pouvais pas faire les deux. Je sentis les larmes commencer à couler, mais ce n'étaient plus des larmes de colère. C'étaient des larmes de compréhension, de reconnaissance, de deuil partagé. Vous avez sauvé mon fils, dis-je doucement. Mais je n'ai pas pu sauver votre femme. J'ai porté cela avec moi chaque jour pendant 5 ans. La connaissance que j'ai fait un choix et à cause de ce choix, une femme est morte et un petit garçon a perdu sa mère. Jean, dis-je et ma voix était stable maintenant. Vous n'avez pas fait un choix. Vous avez fait le seul choix que vous pouviez faire. Vous avez sauvé un enfant de 3 ans. Mais votre femme. Ma femme était déjà inconsciente à cause de l'inhalation de fumée quand vous êtes arrivé. Le chef des pompiers m'a dit après, elle n'aurait pas survécu même si vous l'aviez atteinte en premier. Mais Antoine était toujours conscient, toujours en train de se battre. Vous avez sauvé la seule personne qui pouvait être sauvée. Jean me regarda avec surprise. Vous ne me blâmez pas. Vous blâmez? Jean, j'ai passé 5 ans reconnaissant envers un pompier nommé Eugène Duval qui a risqué sa vie pour sauver mon fils. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de le remercier en personne. Nous restâmes en silence un instant, tous les deux traitant la coïncidence impossible qui nous avait réunis. C'est pour ça que vous avez quitté les pompiers, demandai-je. Eugène hocha la tête. Les blessures physiques ont guéri pour la plupart, mais les émotionnelles. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à avoir des crises de panique à chaque fois que l'alarme sonnait. Je ne pouvais plus faire le travail, je ne pouvais plus me faire confiance pour prendre ce genre de décision. Et la mère de Théo. Elle est partie il y a 2 ans, elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter d'être mariée à un homme brisé. La voix de Jean était amère. Théo me blâme pour son départ. Il est en colère depuis. Faisant des bêtises à l'école, se battant. J'ai essayé de l'aider, mais je peine à garder la tête hors de l'eau. Donc, il a déchargé sa colère sur d'autres enfants, apparemment. Et j'ai honte de dire que je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Jean me regarda avec un remords sincère. Monsieur Garnier, je suis tellement désolé. Pas seulement pour le comportement de Théo, mais pour tout. Pour ne pas avoir pu sauver votre femme, pour la douleur que vous et votre fils avez endurée. Je me levai et m'approchai de l'endroit où Jean était assis. Jean, regardez-moi. Il leva les yeux pour rencontrer les miens. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes un héros. Vous avez sauvé la vie de mon fils et vous avez failli mourir en le faisant. Le fait que Théo ait intimidé Antoine ne change rien à cela. Mais Théo ne sait pas, dit Jean doucement. Il ne sait pas pour l'incendie, pour votre fils.
Il voit juste un enfant avec des cicatrices et il a été cruel. Alors c'est peut-être le moment qu'il apprenne la vérité. Jean resta silencieux un long moment. Vous avez raison, dit-il finalement. Théo doit comprendre ce à quoi ressemble le vrai courage et quelles sont les vraies conséquences. Où est-il maintenant? Dans sa chambre. Il a été privé de sortie toute la semaine dernière à cause d'une bagarre à l'école. Jean se leva. Voudriez-vous rester pendant que je lui parle? Je pense qu'il a besoin d'entendre cette histoire. Et je pense qu'il a besoin de rencontrer le garçon dont j'ai sauvé la vie. Antoine n'est pas avec moi aujourd'hui. Il est chez sa grand-mère. Ce n'est pas grave. Théo a besoin d'entendre ça d'abord. Ensuite, peut-être. Peut-être pourrons-nous organiser une rencontre appropriée pour les garçons. Jean appela Théo en bas, et je regardais un garçon d'environ 8 ans, l'air maussade, entrer lourdement dans le salon. Il avait les cheveux foncés de son père et les mêmes yeux fatigués, mais il y avait une colère dans son expression qui parlait d'une douleur qu'il était trop jeune pour comprendre. « Théo, » dit Jean. Sa voix était ferme mais douce. « Voici Monsieur Garnier. C'est le père d'Antoine. » L'expression de Théo devint immédiatement défensive. « Je n'ai rien fait. Mon fils, assieds-toi. Nous devons avoir une conversation. » Pendant l'heure suivante, Jean raconta à Théo l'histoire de l'incendie. Il expliqua son travail de pompier, le jour où il avait dû choisir entre sauver une femme ou un enfant, comment il avait porté un garçon de 3 ans hors d'un bâtiment en feu et failli mourir dans le processus. Théo écouta avec un étonnement et une horreur croissant. Le petit garçon que j'ai sauvé, dit Jean, était Antoine. Le garçon que tu as appelé un monstre. Le visage de Théo devint blanc. Antoine. Mais ces cicatrices. Point sont la preuve qu'il a survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer. Elles sont la preuve qu'il est plus courageux et plus fort que la plupart des adultes que je connais. Mais je l'ai appelé. La voix de Théo s'éteignit alors que tout le poids de ce qu'il avait fait commençait à lui peser. Tu l'as appelé un monstre, dit Jean doucement. Tu as tourmenté un enfant qui avait déjà perdu sa mère et failli perdre sa propre vie. Théo se mit à pleurer alors, non pas les larmes de colère d'un enfant frustré, mais les sanglots profonds et pleins de remords de quelqu'un qui comprenait vraiment l'ampleur de ses actes. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, je sais que tu ne savais pas, » dit Jean en serrant son fils dans ses bras. Mais ce n'est pas une excuse. Nous n'avons pas le droit d'être cruels envers les gens simplement parce que nous ne comprenons pas leur histoire. Puis-je lui dire que je suis désolé? Je pris la parole pour la première fois depuis que Jean avait commencé son récit. Théo, je pense qu'Antoine aimerait beaucoup ça, mais plus qu'une excuse, je pense qu'il aimerait un ami. Un ami, quelqu'un qui le voit pour ce qu'il est vraiment, un garçon courageux, gentil et intelligent qui a quelques cicatrices. Théo hocha la tête avec enthousiasme. Je veux être son ami. Je veux me racheter pour ce que j'ai fait. Le lundi suivant, j'accompagnai Antoine à l'école moi-même. Il était nerveux, me serrant la main forte alors que nous approchions du bâtiment. Papa, et si Théo était encore méchant avec moi? Je ne pense pas qu'il le sera, mon grand, mais s'il l'est, tu viens me trouver immédiatement. D'accord. Nous venions à peine de franchir la porte d'entrée que Théo apparut, son père juste derrière lui. Eugène et moi avions organisé cette rencontre, mais Antoine ne savait pas à quoi s'attendre. Théo s'approcha d'Antoine, son visage sérieux mais gentil. Antoine, je suis Théo. Je suis désolé. Antoine leva les yeux vers moi avec incertitude, puis de nouveau vers Théo. J'ai été vraiment méchant avec toi, continua Théo. Je t'ai insulté et je t'ai fait te sentir mal à cause de tes cicatrices. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu es un héros. Un héros? Demanda Antoine confus. Théo regarda son père, qui hocha la tête d'un air encourageant. Mon papa m'a raconté l'incendie, comment il t'a sauvé quand tu étais petit. Il a dit, tes cicatrices ne sont pas laides. Elles sont la preuve que tu es la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent et il leva les yeux vers Eugène, la reconnaissance naissant sur son visage. Vous êtes le pompier,
celui qui m'a porté? Jean s'agenouilla à la hauteur d'Antoine, ses yeux brillants de larmes non versées. Oui, et j'ai pensé à toi chaque jour pendant 5 ans, me demandant si tu allais bien, si tu étais heureux, si tu te souvenais de quoi que ce soit de ce jour-là. Je me souviens de quelqu'un qui me tenait, dit Antoine doucement. Quelqu'un qui me disait que j'allais bien. C'était vous. C'était moi, dit Jean d'une voix empreinte d'émotion. Et tu allais bien. Tu étais bien plus que bien. Tu es devenu un petit garçon incroyable et courageux. Théo s'avança de nouveau. Antoine, j'ai été vraiment méchant avec toi parce que j'étais en colère à cause d'autre chose et je me suis défoulé sur toi. C'était mal. Vraiment, vraiment mal. Peux-tu peut-être me pardonner? Antoine regarda Théo un long moment, puis son père, puis moi. Mon papa dit toujours que le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, pas seulement aux autres. C'est ça, mon grand. D'accord, dit Antoine à Théo. Je te pardonne, mais tu dois promettre de ne pas être méchant avec d'autres enfants qui ont l'air différents. Je promets, dit Théo solennellement. Et pouvons-nous être amis? Je pourrais te montrer ma collection de Lego. Ton papa a dit que tu aimais construire des choses. Pour la première fois depuis des semaines, je vis le visage d'Antoine s'illuminer d'une excitation authentique. Tu as des Lego? Quel genre? Toutes sortes. J'ai le grand faucon Millennium et quelques ensembles de dinosaures. Et tandis que les garçons commençaient à discuter de leurs intérêts communs, Jean et moi nous sommes écartés. Merci, dit-il doucement, de l'avoir amené ici aujourd'hui, d'avoir laissé Théo s'excuser, de m'avoir pardonné. Jean, il n'y a rien à pardonner, mais j'ai quelque chose à te demander. N'importe quoi. Antoine a eu des jours difficiles ces derniers temps. Pas seulement à cause de l'intimidation, mais parce qu'il pose plus de questions sur l'incendie, sur sa mère, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense que ça pourrait l'aider d'entendre l'histoire de ta part, de comprendre que quelqu'un s'est battu pour lui, que quelqu'un a tout risqué pour le sauver. Jean hocha la tête. Je serais honoré de le lui raconter, quand tu penseras qu'il est prêt. Que dirais-tu de ce week-end? Toi et Théo pourriez venir dîner. Antoine pourrait montrer à Théo sa collection de dinosaures, et peut-être après tu pourrais lui raconter ce jour-là, les parties appropriées pour un enfant de 8 ans à entendre. J'aimerais beaucoup ça. Ce samedi soir-là, Jean et Théo sont venus dîner chez nous. C'était la première fois depuis des mois que j'entendais Antoine rire si librement. Lui et Théo avaient créé des liens grâce à leur amour partagé des dinosaures et des Lego, et Théo s'était avéré être un ami gentil et attentionné une fois que sa colère avait été redirigée vers la compréhension. Après le dîner, pendant que les garçons jouaient dans le salon, Eugène raconta à Antoine l'histoire de l'incendie. Il la garda adaptée à son âge, se concentrant sur le courage des pompiers, l'importance des détecteurs de fumée et à quel point il était fier de la force d'Antoine. « Avez-vous eu peur ?» demanda Antoine. « Oui. Mais avoir peur ne signifie pas que tu n'es pas courageux. Être courageux signifie faire ce qu'il faut même quand tu as peur. C'est pour ça que vous m'avez sauvé? Même si vous aviez peur? Je t'ai sauvé. Parce que c'est ce que font les pompiers. Nous protégeons les gens. Et toi, Antoine, tu valais la peine d'être protégé. » Antoine resta silencieux un instant. Puis il retroussa ses manches et montra à Eugène ses cicatrices. Elles ont l'air différentes maintenant de ce qu'elles étaient quand j'étais petit? Jean examina attentivement les cicatrices, son expression pensive. Elles ont l'air d'avoir magnifiquement guéri. Tes médecins ont fait un travail incroyable. Mais tu sais ce que je vois quand je les regarde? Quoi? Je vois la preuve que tu es un battant. Je vois la preuve que tu as survécu à quelque chose qui aurait vaincu beaucoup de gens. Je vois les marques d'un guerrier. Un guerrier. C'est ça. Ces cicatrices sont tes blessures de bataille, et elles racontent l'histoire d'une bataille que tu as gagnée. À partir de ce jour, tout a changé. Théo est devenu le meilleur ami d'Antoine et son protecteur le plus féroce à l'école. Quand d'autres enfants fixaient les cicatrices d'Antoine ou posaient des questions impolies, Théo intervenait et expliquait qu'Antoine était un survivant d'incendie, un véritable héros. Jean et moi avons développé une amitié improbable bâtie sur une expérience partagée et un respect mutuel.
Il a commencé à assister à des réunions des alcooliques anonymes et à travailler avec un thérapeute pour gérer son trouble de stress post-traumatique. Je l'ai aidé à naviguer dans le processus pour se remettre sur pied. Et il m'a aidé à comprendre que c'était normal de laisser d'autres personnes entrer dans nos vies, qu'Antoine et moi n'avions pas à affronter le monde seuls. 6 mois plus tard, Eugène était sobre depuis 4 mois et travaillait comme instructeur de sécurité incendie, enseignant aux enfants la prévention et la sécurité incendie. Théo s'était transformé d'un enfant en colère et agité en un garçon confiant et empathique qui défendait les autres enfants victimes d'intimidation. « Tu sais ce qui est drôle », dit Jean un soir alors que nous regardions les garçons jouer dans mon jardin. J'ai passé 5 ans à penser que j'avais échoué ce jour-là, pensant que je n'en avais pas fait assez, que je n'avais pas sauvé assez. Et maintenant je réalise que sauver Antoine ne concernait pas seulement ce jour-là. Il s'agissait de lui donner la chance de devenir ce qu'il est maintenant. Il s'agissait de te donner la chance d'élever un enfant incroyable. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement qui se propage encore. Que veux-tu dire ? Regarde Théo. Il y a quelques mois, il était en colère et blessé et se défoulait sur d'autres enfants. Maintenant, il a appris le courage et la compassion et à défendre les gens qui ont besoin d'aide. C'est grâce à Antoine. C'est grâce à l'exemple que ton fils a donné. Je regardais Antoine aider patiemment Théo à construire une structure Lego compliquée. Les 2 garçons travaillant ensemble avec la camaraderie facile de vrais amis. Tu as raison, dis-je. Les cicatrices d'Antoine étaient autrefois une source de honte pour lui. Maintenant, elles sont une source de force. Et Théo a appris que la vraie force ne consiste pas à rabaisser les autres. Il s'agit de les élever. 1 an plus tard, Jean était de retour à temps plein en tant que coordinateur de la sécurité incendie pour le district scolaire. Théo et Antoine étaient des meilleurs amis inséparables, et j'avais appris que parfois les liens les plus inattendus peuvent devenir les relations les plus significatives de nos vies. Les cicatrices qui avaient autrefois fait de mon fils une cible d'intimidation étaient devenues le pont qui reliait notre famille à des personnes qui comprenaient notre parcours d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Eugène avait sauvé la vie d'Antoine dans cet incendie il y a 5 ans. Mais à bien des égards, Antoine avait aussi sauvé la vie de Jean, en lui donnant une chance de voir que ses actions ce jour-là avaient eu de l'importance, que le choix qu'il avait fait avait été le bon, qu'il était toujours le héros qu'il avait toujours été. Parfois, je pense à quel point nos vies auraient été différentes si je n'avais pas décidé d'affronter le père de Théo ce jour-là. Si j'avais simplement accepté la réponse inadéquate de l'école à l'intimidation. Si j'avais transféré Antoine dans une autre école. Si j'avais laissé la colère et la frustration guider mes décisions au lieu de l'amour et de la détermination. Mais je suis reconnaissant chaque jour d'avoir fait le choix de me battre pour mon fils. Parce qu'en me battant pour lui, j'ai trouvé quelque chose dont je ne savais même pas que nous manquions. Une famille qui comprenait notre histoire. Des amis qui voyaient les cicatrices d'Antoine comme des marques de courage plutôt que de différence. Et une communauté bâtie sur les fondations d'une expérience partagée et d'un soutien mutuel. Les cicatrices d'Antoine feront toujours partie de son histoire. Mais maintenant, au lieu d'être une source de honte ou de douleur, elles sont un rappel de sa force, de sa survie et des liens incroyables qui peuvent naître des endroits les plus inattendus. Elles sont la preuve que parfois nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands cadeaux. Et les gens qui comprennent le mieux notre douleur sont souvent ceux qui nous ont aidés à la surmonter en premier lieu. Une histoire absolument puissante sur la façon dont notre plus grande douleur peut devenir le pont vers notre plus grande guérison et comment les cicatrices que nous portons peuvent nous connecter à des personnes qui comprennent notre parcours d'une manière que personne d'autre ne peut. Que pensez-vous de la transformation de Jean, d'un homme brisé portant la culpabilité à quelqu'un qui a retrouvé un but ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été touché par cette histoire incroyable de pardon, de liens inattendus et du pouvoir curatif de la vérité, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui prouvent que nous sommes tous plus connectés que nous ne le pensons. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine.